Nicolas Hulens, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une affaire importante aussi. C'est celle qu'on a dénommée celle des fonds libyens. Donc on va plutôt parler aujourd'hui de la Libye et de tout ce qui gravite autour de ça, où on retrouve de nouveau la Belgique, la France, Nicolas Sarkozy, Didier Reynders. Expliquez-nous un peu plus clairement ce qui se passe là-bas pour l'instant et d'où ça vient aussi, quoi. Donc, le conflit libyen est particulièrement complexe et mérite un petit mot d'explication. Donc, en octobre 2011, le colonel Kadhafi meurt et depuis lors, on se retrouve devant une succession de conflits armés. Les historiens y voient déjà plusieurs conflits, mais on a l'impression de voir une énorme guerre civile qui dure maintenant depuis 8 ans. Cette guerre civile oppose deux camps principaux. Le général Haftar, qui est à Benghazi, qui dispose d'une véritable armée, qui s'appuie sur des revenus pétroliers, puisque sur son territoire, il dispose des puits de pétrole libyens, et qui a le support des États-Unis, de la France, de l'Égypte et des Saoudiens. En face, on a M. Sarraj, qui lui est à Tripoli et à Misrata, s'appuie sur 4 milices, dont 3 sont salafistes, euh, est aussi probablement assis sur la LIA, c'est-à-dire le Fonds souverain libyen, qui lui-même était le compte écureuil du colonel Kadhafi, compte écureuil qui est estimé jusqu'à 400 milliards d'euros. Donc c'était un énorme trésor sur lequel Kadhafi s'était assis. Monsieur Sarraj dispose de l'appui de l'Italie, ancienne puissance coloniale, de la Turquie, des frères musulmans et très paradoxalement de la Belgique, puisque M. Renders appuie M. Sarraj en dégelant euh, les intérêts des fonds libyens qui étaient en Belgique. Il le rencontre en février 2007. Ils se rencontrent officiellement Oui. en Belgique. Je pense qu'il y a une visite en Belgique et il y avait une visite qui était prévue également à Tripoli. Cette visite à Tripoli est dénoncée par le journal très très bien géré de Intelligence Online et immédiatement M. Renders annule cette visite parce qu'on était en plein débat parlementaire sur les fonds libyens gelés et ça le mettait dans une situation un peu embarrassante. Il faut savoir qu'à l'intérieur des affaires étrangères, M. Fontinoy à ce moment-là explique qu'il gère les fonds libyens, en tout cas la problématique des fonds libyens. Dans la même période, on constate également qu'il y a des problèmes de trafic d'armes à partir de l'aéroport de Stande et que ces armes sont à destination de Misrata, donc vers le camp de Sarraj, en toute logique. Donc, quand même, pour rappeler pour ceux qui ne connaissent rien, le clan Kadhafi a placé 14 milliards, entre 14 et 16 milliards, on ne sait pas trop en fait, hein, d'argent un peu partout dans le monde, mais en Belgique entre 14 et 16 milliards, euh, qu'ils ont répartis entre 4 banques, mais surtout chez Euroclear. Oui. En 2011, vu ce qui se passe, l'ONU décide de geler ces fonds. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y toucher. Voilà, donc Ces fonds qui rapportent des intérêts, hein, on le verra après. voilà, C'est intéressant donc à savoir. le colonel Kadhafi décède le 20 octobre 2011 dans un bombardement. Un bombardement, parce qu'on parle aussi beaucoup d'exécutions, notamment. Oui, donc il apparaît que le colonel Kadhafi, en tout cas son fils, ils ont accusé le président Sarkozy d'avoir financé sa campagne électorale. Et donc, ils n'ont pas compris pourquoi il y avait eu une agression militaire. Pour la petite histoire, il faut savoir que la Belgique a participé à cette expédition militaire, puisque des F-16 belges, alors qu'on était en affaires courantes, ont bombardé la Libye. Il faut savoir qu'en affaires courantes, on est censé payer juste l'eau, le gaz, l'électricité. Là, la Belgique Bombarde un pays souverain. voilà, bombarde un pays souverain, ce qui est l'acte, à mon sens, le plus grave qu'on puisse faire, et sans débat parlementaire. Donc c'était quand même très très spécial. Mais donc, Kadhafi décède, et donc en toute logique, l'ONU décide de geler les avoirs libyens le 3 mars 2011. À ce moment-là,
on déclare qu'il y a 14 milliards libyens en Belgique. La somme exacte n'a jamais été très claire. Elle va grosso modo de 14 milliards à 17 milliards. C'est quand même déjà curieux de ne pas savoir combien d'argent. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont curieuses dans cette affaire. Et donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que le gros de ce montant était chez Euroclear. Euroclear est une chambre de compensation, mais Euroclear dispose également d'une banque et c'est Euroclear qui était dépositaire de la plus grosse partie de cet argent. Alors, à partir d'octobre 2012, la Belgique sort entre guillemets des rails, puisqu'il y a un dégel des intérêts des fonds libyens qui est organisé par M. Montbalu. Alors, M. Montbalu, c'est le fonctionnaire en charge de la trésorerie. Et il faut savoir qu'en Belgique, normalement, quand vous faites l'objet d'une saisie, vos fonds sont gelés, mais les intérêts aussi. Ici, donc, on sort de ce qui est normalement fait en Belgique et il y a un dégel des intérêts par M. Montbalu. Ce dégel provoque un flux d'argent de 1,5 milliard en 5 ans. 300 millions d'euros par an. Quoi. Exactement, vers l'ALIA et donc vers M. Sarraj. Pour la petite histoire, si vous googlez sur votre ordinateur, vous tapez trafic d'armes au stand, vous verrez que le 15 septembre 2015, un 747 a été entre guillemets fouillé au stand, que ce 747 était rempli d'armes à destination de Misrata, que ce 747 avait aussi de l'équipement médical qui couvrait entre guillemets, qui servait de couverture aux armes. Et donc, ceci exprime ce que je voulais dire par arme au stand ici. Alors, en octobre, le 6 octobre 2017, le juge Claes va faire une saisie chez Euroclear et va stopper, entre guillemets, suite à une action qui, à mon avis, a été commencée par les avocats du prince Laurent. Et donc, cette espèce de gabegie qui a clairement participé au financement d'une guerre civile s'arrête à ce moment-là, en tout cas sur papier. Monsieur Renders, à ce moment-là, est accusé et il fait part du fait qu'il s'agit de fake news, dans un réflexe qui ressemble assez fort à celui du président des États-Unis. Alors, un petit rappel quand même, on ne va pas rester sur le prince Laurent longtemps, mais le prince Laurent avait un contrat de reboisement d'une région libyenne qui était rompu unilatéralement par la Libye. Il demande des frais pour compenser cette rupture unilatérale et donc il engage des procédures judiciaires, il prend un avocat. C'est important quand même de voir plus ou moins pourquoi le prince Laurent arrive. Oui, donc la Libye est constituée de terrains désertiques et donc un contrat est passé entre une ASBL du prince Laurent et le colonel Kadhafi, ou en tout cas la Libye. Ce contrat prévoit que cette ASBL va refaire une ceinture d'arbres arborés autour des grandes villes libyennes. Ce contrat n'est jamais exécuté, mais il contient une clause de dédommagement en cas de rupture. Et le décès du colonel Kadhafi fait que, en tout cas, le prince Laurent ne sera jamais payé. Donc il entame une procédure judiciaire et tout au long de ces années, on lui met des bâtons dans les roues, en clair. De façon répétitive, on l'empêche d'exiger l'exécution de ce contrat, en tout cas de la clause. Donc par exemple, très rapidement, on constate que M. Renders fait un lobbying pour que toutes les sociétés belges qui étaient créancières de la Libye soient payées, sauf la SBL du Prince Laurent. Et donc cette procédure se poursuit sur les années. Alors que Euroclear se prétend insaisissable, mais ils arrivent quand même à rembourser la Effenderstad et une autre organisation. Non, il y a 5 ou 6 sociétés qui sont, vous retrouvez assez facilement si vous googlez Libye, société Renders, vous allez voir que plusieurs sociétés belges seront remboursées, dont effectivement la FN,
mais pas la SBL du Prince Et Laurent. ça veut dire quoi? Qu'il y a un contact direct entre Renders et d'autres proches et Euroclear qui leur permet de dire ça vous débloquez pour eux, ça vous débloquez pas. Parce que quand on dit que des comptes sont insaisissables, normalement ils sont insaisissables pour tout le monde. On est bien d'accord, mais ici, le contexte est encore plus compliqué, puisqu'il faut que M. Renders fasse du lobbying auprès de la Libye, en clair de M. Sarraj. Il faut en outre qu'il ait l'accord de l'ONU, et donc tout ce petit jeu-là se passe de façon assez favorable pour des sociétés belges, à l'exclusion de la SBL du Prince Laurent. D'accord, ok, continuons. Donc, on est aux premières allégations de M. Renders qui explique que tout ça, ce sont des fake news. Il faut savoir que M. Renders va s'appuyer également sur un argumentaire qui est le suivant, c'est que quand la décision de dégel des intérêts est prise, il n'est plus ministre des Finances. Si on regarde bien la succession des événements, on peut constater que c'est quand même lui qui a pris cette décision, que c'est lui qui a nommé M. Montbalu à cette position, et on va constater même des choses complètement hallucinantes. Donc M. Montbalu est pris à partir le 8 du 11 2018 par des journalistes, et il a cette phrase extraordinaire, on a l'impression que j'ai pris cette décision seul, ce n'est pas le cas. Donc il faut savoir que M. Montbalu n'a au-dessus de lui que le ministre Renders. Donc quand il dit ça, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre de M. Renders de dégeler les fonds, c'est ça que ça signifie. Or, il passe devant le Parlement et il écrit au Parlement que le 21 novembre 2018. Là, à mon avis, on lui a rappelé qui l'avait nommé. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, taper Montbalu sur Cumuléo. Vous allez voir que M. Montbalu a eu le privilège d'être relativement bien placé à beaucoup d'endroits. Donc, à mon avis, on lui rappelle à qui il doit sa bonne fortune. Et donc, quand il fait une déclaration par courrier le 21 novembre 2018, à ce moment-là, n'écoutant à ce moment-là que les ordres qu'on lui a donnés, il dit qu'il a pris toutes ses décisions toute seule. Il est clair que ce n'est pas, à mon sens, le cas. Alors, ensuite arrive une condamnation très claire de l'ONU. Le 17 décembre 2018, l'ONU condamne l'attitude de la Belgique et le dégel des intérêts qui a provoqué quelque part le financement d'une guerre civile qui dure toujours maintenant. Ok, mais ça reste assez symbolique, puisqu'il y a une condamnation de l'ONU, mais aucune inculpation. Non, bien évidemment. Et donc ici, nous avons M. Renders qui, à l'heure d'aujourd'hui, est carrément commissaire européen à la justice, gardien de l'état de droit. On va voir un petit peu quels sont les effets indirects de cette politique. L'effet du dégel, évidemment, M. Renders n'en est pas le seul auteur, mais le fait qu'il donne cet argent permet de financer une guerre civile. Cette guerre civile a entraîné entre 150 000 et 360 000 morts en Libye, entre les deux factions. Elle a entraîné une crise humanitaire. Alors il faut savoir que la crise migratoire n'existe pas uniquement en Libye, elle existe également en Syrie et sur d'autres endroits. Mais en Libye, le fait qu'il y ait une guerre civile a fait qu'il y avait un trou quelque part dans le système de contrôle de la communauté européenne et qu'on s'est retrouvé face à un drame humain, à mon sens, à nul autre pareil, puisque des milliers de gens se sont noyés au large de la Libye. Des milliers de gens ont été également réduits au rang d'esclaves par les milices, et en particulier les milices de M. Sarraj. De même, des milliers de salafistes sont montés sur des bateaux sans qu'il y ait vraiment de contrôle et sont rentrés dans l'interland européen sans contrôle. Ouais, ce qui veut dire terrorisme, trafic d'êtres humains, ça veut dire genre, avec des... Ça c'est peut-être une parenthèse, mais avec quand même des milliers, dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent dans ces gens qui sont sans papier. Alors, j'aimerais quand même rappeler, sans encenser la Libye, que c'était un des pays les plus développés d'Afrique, qui avait une certaine liberté, qui avait des universités, qui avait des soins de santé très développés, que la Libye aidait d'autres pays africains. Alors, on ne dit pas que Kadhafi était un ange, mais ce qui est devenu maintenant la Libye, c'est vraiment une horreur.
Oui, oui, donc ce que vous dites est tout à fait exact. Donc la Libye avait un niveau de vie assez excellent avant la chute de Kadhafi. Kadhafi était un véritable parrain pour la plupart des mouvements terroristes occidentaux, mais je ne pense pas que son peuple ait profité d'une quelconque manière de sa chute, ça je peux vous le dire, ne fût-ce que par le nombre de décès qui est arrivé dans la population, et il faut savoir que cette guerre est toujours en cours. Donc il y a toujours des combats pour le moment entre M. Haftar et Sarraj. On peut également se poser des questions sur la déstabilisation de la Tunisie, qui est juste le pays voisin. Donc il faut savoir que la Tunisie, à bien des égards, est un modèle démocratique dans le monde arabe, et le fait d'avoir une guerre civile juste à ses frontières n'est pas vraiment un élément stabilisateur. On peut même faire une extension sur l'Europe et se rendre compte qu'en fait, le conflit libyen commence en 2011 et que la montée des extrémismes, en particulier de l'extrême droite en Europe, est quasiment simultanée. Donc on peut faire une courbe qui sera parallèle, et donc que ce soit en Italie ou en Autriche, vous avez des mouvements d'extrême droite qui deviennent de plus en plus puissants et prennent parfois même le pouvoir. Et enfin, j'ai expliqué que certains salafistes avaient profité du trou sécuritaire de la guerre en Libye. On peut même se poser des questions sur des attentats, et en particulier l'attentat qui s'est passé au concert d'Ariana Grande en Angleterre, qui a provoqué 23 morts, et où l'auteur s'appelait Salman Abedi, provenait de Tripoli, et était fortement influencé, comme souvent c'est le cas, par son imam. Son imam s'appelait Mostafa Graf, et Mostafa Graf, il a combattu dans une des 4 milices de M. Sarraj. Donc on a dit que c'était Daesh, parce que c'est une appellation qui est parfois facile à prendre, mais on peut se poser la question de savoir si c'est pas une des milices qui a pris M. Sarraj, qui est à l'origine de cet attentat. Donc tout ça avec un commissaire européen actuel, gardien de l'état de droit, qui a procédé au dégel de 1,5 milliard, peut-être 2, et personne n'est capable de dire ce qui reste à l'intérieur des comptes d'Euroclear, ce qui a échappé, également par exemple sous le couvert de mesures humanitaires, parce que l'ONU avait prévu un règlement qui disait que pour des raisons humanitaires, on pouvait dégeler des parties du principal. Donc sur les 14 milliards qui étaient en Belgique, personne n'est capable de dire à ce jour combien d'argent reste. Certains médias parlent qu'il y a au moins 10 milliards qui seraient partis. On est d'accord. Il faut savoir que des marchands d'armes ont expliqué qu'ils pouvaient obtenir des marchés sur la Libye en prenant langue avec M. Fontinoy, le bras droit de M. Renders. De nouveau. Et qu'il fallait à ce moment-là constituer vis-à-vis de l'ONU un faux dossier visant à la construction d'un hôpital. Prenons un exemple, 20 millions d'euros. On allait faire un dispensaire de 500 000 euros à la place d'un hôpital de 20 millions. Ça laissait une marge de 19 millions et demi. Ces 19 millions et demi étaient à ce moment-là transformés en armes, en marge bénéficiaire pour les marchands d'armes et en kickback pour M. Renders. Kickback qui à ce moment-là était payé à une personne dont j'ai déjà parlé dans le cadre de ces émissions, qui est Robert Claushuys, qui est donc le responsable des offshore de M. Renders à l'extérieur. C'est comme ça qu'on tombe sur le nom de M. Claushuys. On tombe dessus également dans un autre dossier, puisque M. Claushuys prend langue avec les avocats du Prince Laurent et propose de rembourser la moitié de la créance de l'ASBL du Prince Laurent, moyennant le fait qu'ils vont garder l'autre moitié pour eux. Ça, on en a les preuves. Alors que ce que vous dites avant, disons, ça reste à l'état d'hypothèse, mais c'est fortement probable. C'est-à-dire que quand j'ai été déposé à la police fédérale au début du mois d'avril, j'ai posé toutes ces questions. J'ai demandé par exemple qu'on fasse une téléphonie sur le téléphone de M. Fontinoy pour voir s'il avait eu des contacts avec des marchands d'armes. Ça aurait tout de suite permis d'avancer au niveau des preuves. Ils ne l'ont pas fait. Évidemment, il n'y a rien qui a été fait. M. Delmul a classé verticalement sans faire le moindre travail d'enquête, le moindre devoir d'enquête. Donc, vous êtes évidemment, parce que c'est une façon de dire que la police est infestée également et gangrénée. En tout cas que
Mais on peut se poser des questions sur l'état de la démocratie en Belgique, ça c'est une évidence. Hein. Oui, ça c'est plus qu'une évidence. Merci Voilà. Nicolas Lenz. Avec plaisir.